Magazine Pluriel. Juliette Camde. Samedi 20 mai 2023, bienvenue à tous dans le journal. Le congrès extraordinaire de l'UFC de ce samedi est interdit. Les quelques participants arrivés sur les lieux n'ont pas eu accès au lieu de convocation. Météo Togo annonce des averses dans les prochaines semaines et appelle à prendre des précautions. Le directeur général Issaou Latifou donne d'amples explications dans ce journal. Les abeilles jouent un rôle indispensable dans les cultures. La journée du 20 mai leur est consacrée pour attirer l'attention sur la nécessité de les protéger. Ce samedi marque aussi la journée de la métrologie, la science de la mesure. Sera invité également Magloire Tchevi, économiste. Il aborde l'institution des mesures conventionnelles dans le commerce au Togo. Et puis les autres rendez-vous du magazine Pluriel, les échos du palais, les sports et la revue de presse. Il n'a pas eu lieu. Le congrès extraordinaire de l'UFC, convoqué ce matin à 9h par le deuxième vice-président Oliot et Ohin, a été empêché en lieu et place des congressistes. Ce sont les forces de l'ordre qui ont bouclé les lieux. Que s'est-il passé sur place? Pacom Johnson est allé voir et entendre pour nous. Sur les lieux, gendarmerie et police, vêtus de Robocop bien casqués avec le matraque en main, étaient en position de maintien d'ordre. D'aucuns debout, d'autres dans leurs véhicules portant l'inscription gendarmerie et police observent les mouvements de tout passant. Cette image prouve à suffisance la non-tenue du congrès de l'UFC. Ceux qui étaient là pour prendre part à ce congrès ont longuement discuté avec les premiers responsables de ces forces de l'ordre sur le terrain. À la fin, ils ont dû rebousser chemin. Visiblement, les congressistes n'ont pas reçu d'autorisation de la tenue de ce congrès extraordinaire, confie un témoin de la scène. Le député Sénat Alipui avait annoncé en milieu de semaine l'irrégularité de la tenue de ce congrès extraordinaire. Décidément, les membres de l'UFC n'arrivent pas à s'entendre pour se regrouper. Pour attirer l'attention de tous sur le rôle clé que jouent les pollinisateurs comme les abeilles, sur les menaces auxquelles elles sont confrontées et sur leur importante contribution au développement durable, les Nations Unies ont décidé de désigner le 20 mai Journée mondiale des abeilles. L'apiculture, c'est l'élevage donc des abeilles à miel pour exploiter les produits de la ruche, principalement le miel, mais également la cire. Aujourd'hui, c'est donc la journée des abeilles. Quelle pratique est importante, quelle est la pratique et l'importance donnent les Togolais à l'élevage des abeilles, suivant ce vétérinaire suisse. Les abeilles sont très importantes pour la population, pour le monde entier. Parce que pour que le maïs produise, pour que les arbres fruitiers donnent de beaux fruits, pour que les tomates produisent des belles tomates, il faut qu'il y ait de la pollinisation. Et donc, sans pollinisation, il n'y a pas de production. Les abeilles contribuent énormément à la pollinisation avec d'autres insectes. Donc, si on ne protège pas nos abeilles, on va avoir un déclin de la production et on aura des famines, les populations auront faim. Donc, l'importance des abeilles, c'est déjà ça. Une grande partie des populations togolaises, surtout celles qui sont dans les milieux ruraux, autour des forêts, pratiquent de l'apiculture. Donc pour nous, c'est important de parler de cette thématique parce que l'apiculture est une source importante de revenus pour ces populations. Aujourd'hui, les pratiques d'élevage des abeilles sont assez connues. Il faut pouvoir s'équiper en ruches. Les ruches modernes permettent de faire de l'apiculture moderne parce qu'avant, il y avait l'apiculture traditionnelle. Nous tous, on a des parents dans les villages qui avant allaient chasser du miel, aller brûler les arbres, mais ces pratiques d'avant contribuent à détruire l'environnement. Donc aujourd'hui, nous apprenons les nouvelles pratiques avec l'utilisation de ruches qu'on pose dans des endroits bien spécifiques. Et après avoir posé des ruches, il faut pouvoir mettre un certain nombre d'éléments qui attirent les abeilles. Donc c'est des sortes d'amorces qu'on met et les abeilles viennent. À l'instant, vétérinaire Elou, il fait partie de l'équipe vétérinaire sans frontières suisse.
Les abeilles, donc au-delà de leur rôle de pollinisateur, produisent du miel. Le miel séduit par sa saveur. Il est aussi bénéfique pour la santé. Voici avec Bénédicte Kanda les raisons de consommer quelques curés de miel chaque jour. Le miel a tellement de vertus qu'on devrait en manger au petit déjeuner, au déjeuner, voire même au dîner. Parce qu'il contient de la propolis, ce produit naturel est un excellent atout pour booster son système immunitaire. Antiviral, anti-inflammatoire, il facilite la formation d'anticorps. Grâce à ses propriétés antiseptiques et antibactériennes, le miel est recommandé pour libérer les voies respiratoires, soulager la toux et calmer les maux de gorge. Pour un effet optimal, mélangez ce nectar avec de l'eau citronnée. Dans certains hôpitaux, le miel qui renferme de l'acide formique et de l'eau oxygénée obtenue par les abeilles est utilisé pour soigner les brûlures. Anti-inflammatoire et antalgique reconnu, il cicatrise les plaies grâce au glucose. Il suffit de bien nettoyer la zone à traiter, d'appliquer une couche de miel et de la recouvrir d'une compresse. La consommation du miel permet aussi de faire le plein de vitamines, d'oligo-éléments et des minéraux. Le miel aide à trouver le sommeil. Il faut le prendre quelques heures avant d'aller se coucher. Les bienfaits du miel sont nombreux, aussi bien pour la santé que pour la peau. Des propriétés adoucissantes et nourrissantes sont reconnues depuis l'Antiquité. Les marques de cosmétiques ont recours à ce nectar riche en sels minéraux et en vitamine B. Celui-ci hydrate l'épiderme en profondeur et stimule le renouvellement cellulaire. En cas de ballonnement ou de constipation passagère, optez pour du miel pour ses propriétés laxatives et diurétiques. Cet ingrédient accélère le transit intestinal, stimule le foie et soulage toutes les personnes sujettes à une digestion difficile. L'autre célébration de ce 20 mai, c'est la journée mondiale de la métrologie, mesurée pour soutenir le système alimentaire mondial. C'est le thème de cette édition. Elle vise à garantir un accès équitable à des aliments sûrs et abordables. C'est l'un des principaux défis pour les gouvernements du monde entier. En effet, les gouvernements doivent garantir aussi la sécurité et la loyauté des échanges commerciaux sur les marchés alimentaires locaux. Tout cela s'appuie sur des mesures fiables concernant la quantité, mais aussi la qualité de ces produits alimentaires. L'édition 2023 de la Journée mondiale de la métrologie se concentre donc sur de nombreux défis à relever pour que le système alimentaire mondial fonctionne. Il s'agit notamment de la quantité de nourriture achetée et vendue qui doit être mesurée en termes de masse ou de volume. Au Togo, la direction du conditionnement de la métrologie a multiplié des campagnes de sensibilisation pour préparer les populations à la mesure de masse ou de volume des produits, notamment l'usage de la balance comme unité de mesure, l'usage des bols, paniers, récipients comme instrument de mesure dans les magasins et marchés au Togo doit donc céder la place aux balances moderne. Cette décision relève de la nécessité pour les commerçantes et commerçants de passer aux normes internationales en utilisant des matériels homologués par l'OADA, mais elles peinent à être acceptées dans nos marchés. Les commerçantes se prononcent. Nous achetons nos produits à l'intérieur du pays, notamment à Sokodé, Tapaon et à Saint-Cassé. Est-ce que nos grossistes des fermes utiliseront aussi la balance pour nous vendre? Nous n'arrivons pas à vendre. Est-ce que la vente au poids serait un palliatif? La vente par bol et la vente par balance, est-ce la même chose? Ce sera au même prix? Nous voulons vendre. Pour nous, ça ne cause pas de problème, mais c'est avec les clients qu'on doit vendre. Déjà avec ça, on discute. Si tout le monde a accepté de faire, on pourrait le faire ensemble. C'est une loi, on ne peut que la respecter.
Thierry Magloire, économiste, reviendra courant de cette édition sur les mesures qui sous-tendent la non-application de cette disposition dans nos marchés. Le Togo gagne 5 places en matière de développement humain au plan mondial. C'est selon le rapport 2021-2022 du PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Mathias Begbeni. Le Togo occupe désormais la 162e place sur 191 pays dans le rapport 2021-2022, alors que le rapport précédent de 2019-2020 le classait à 167e place. Avec cette progression, Ablamba Johnson, secrétaire général de la présidence de la République, appelle les acteurs de développement à plus d'efforts. La suite de cette édition, sécurité routière, au rang des différents types de signalisation, il y a celle verticale. Elle est constituée notamment de panneaux et autres signalisations implantées le long des routes. Aujourd'hui, le moniteur Damaou Florent nous parle de l'importance de respecter les panneaux de signalisation de danger. Tous les panneaux sont respectés et surtout les panneaux de danger signalent forcément un danger. Ce qui est dessiné dans le panneau, c'est ça qui définit vraiment la nature du danger. Le danger, ça peut être un dos d'âne, ça peut être un passage pour piétons, un pont, un virage. Vu que c'est sur la voie, il faut forcément ralentir pour ne pas aller rencontrer le danger. Par exemple, si on dit dos d'âne, supposons que c'est la nuit, vous êtes à vive allure et vous cognez le dos d'âne, vous imaginez que ça peut faire sauter l'engin, vous-même de l'engin jusqu'à vous allez tomber. S'il y a un autre usager qui passe, vous imaginez ce que ça peut créer. Le Symbank, le syndicat des employés et cadres de banque, des établissements financiers, des systèmes financiers décentralisés et des assurances du Togo, organise son 10e congrès ordinaire depuis hier à Lomé. Il planche sur la digitalisation des processus, notamment les défis, les opportunités sur l'emploi et la rentabilité des entreprises de la corporation. Secrétaire générale de Symbank, Joséphine Patassé, fait ici le bilan des activités des années écoulées. Tout ce qui nous intrigue aujourd'hui, c'est par rapport à notre grille salariale. Nous avons parlé de la digitalisation. Et nous avons vu qu'au Togo, le pays n'est pas couvert. Par rapport aux autres pays de la sous-région, on est à 30% de bancarisation. Et les compagnies d'assurance, c'est à 20%. Nous sommes vraiment en retard. Et nous voulons que la digitalisation arrive au Togo. Pour que dans les contrées, tout Togolais soit concerné, qu'il doit avoir une carte pour tirer de l'argent. Et les banques doivent être proches des populations. Même si elles sont analphabètes, on doit les amener. C'est pourquoi nous avons parlé de l'inclusion financière. Si nous allons vers ça, il y aura beaucoup de Togolais qui seront concernés par les banques. Un nouveau bureau est attendu à la fin de ce congrès. Le Togo vient de gagner 5 places, nous vous le disions il y a peu, en matière de développement humain au plan mondial. C'est selon le rapport 2021-2022 du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Nous retrouvons Mathias Begbeni. Effectivement, le Togo occupe désormais la 162e place sur 191 pays dans le rapport 2021-2022, alors que le rapport précédent de 2019-2020 le classait à 167e. Avec cette progression, Ablamba Johnson, secrétaire général de la présidence de la République, appelle les acteurs de développement à plus d'efforts. Je saisis l'opportunité pour lancer un appel à toutes les parties prenantes au développement. Qu'elles se mobilisent davantage pour la mobilisation des ressources humaines que des ressources financières à la mise en œuvre réussie non seulement de la feuille de route, mais aussi de l'atteinte des objectifs de développement durable ODD et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Il est indispensable pour nous de ne laisser personne de côté conformément à la vision du chef de l'État et bien sûr en ligne avec l'agenda 2030 des Nations Unies. L'édition du rapport 2021-2022 est placée sous le thème « Temps incertain, vie bouleversée, façonner notre avenir dans un monde en mutation ».
Mathias, en République démocratique du Congo, l'émissaire spécial des Nations Unies, Bintou Keïta, alerte sur une spirale de violence qui frappe la province de l'Ituri dans le nord du pays suite aux attaques des groupes armés. En fin 2022, jusqu'à ce jour, 1 million de personnes ont été déplacées et 518 civils ont été tués. La chef de la mission de maintien de paix des Nations Unies indique que ces tueries sont liées à un vide sécuritaire. Au Nigeria, des affrontements communautaires dans plusieurs villages du district de Mungu ont fait plus de 100 morts, a indiqué le représentant du district d'Apu Mister Daniel ainsi que le député local Salomon Marène. Les attaques ont lieu depuis lundi. Dans la soirée, la police locale a assuré de son côté vendredi, hier donc, avoir ramené le calme dans ces villages et qu'au moins 87 corps avaient été retrouvés, tandis que plus de 40 blessés étaient soignés dans les centres médicaux. Et puis au Soudan, les combats se poursuivent malgré les pourparlers à Djeddah pour le 35e jour des affrontements font toujours rage à Khartoum et surtout au Darfour frontalier avec le Tchad. Le conflit a été au centre des discussions qui ont pressé les deux généraux à cesser les combats et ont souligné dans leur communiqué final leur soutien aux pourparlers en cours à Djeddah entre les belligérants soudanais. Depuis quelques jours, le Togo enregistre de fortes et abondantes pluies. Selon la météo, les perspectives indiquent des orages plus forts avec des éclairs intenses dans les semaines à venir. Quelles sont les précautions à prendre pour se préserver de ces intempéries? Solim Lemon reçoit le directeur général Météo Togo, Issaou Latifou. Bonjour directeur. Bonjour monsieur. Ces derniers temps, un constat est fait. Les pluies sont abondantes et récurrentes. Quelles sont les dispositions à prendre? Merci beaucoup pour la question. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que dans le sud Togo, c'est le cœur de la saison pluvieuse que nous sommes en train de rentrer comme ça. Donc, c'est ça qui montre la fréquence et puis l'abondance des pluies. Donc, par rapport à la question, qu'est-ce que la population doit faire de se mettre à l'abri? Donc, la population, surtout ceux qui vivent dans les zones les plus vulnérables, surtout aux inondations, surtout au débordement des eaux, donc doivent prendre des précautions. Même on peut le dire, ils peuvent quitter les lieux et après tout, quand la saison pluvieuse va partir, ils vont revenir. Donc c'est pour dire que nous allons pouvoir avoir ces pluies-là qui seront beaucoup plus courantes, surtout au niveau de la période fin mai et puis le mois de juin. Directeur, il est souvent conseillé de ne pas utiliser de téléphone lorsqu'il pleut. Pourquoi? Oui, le téléphone, des fois, c'est ce que nous appelons l'atténuation des ondes. Donc, et si vous regardez très bien, quand il y a une pluie, la pluie est accompagnée des éclairs et des tonnerres, donc ça peut influer sur la personne qui est en train de téléphoner. Ça peut aussi influer sur la netteté de la communication. Donc c'est à cela que des fois on conseille aux personnes de ne pas vraiment utiliser le téléphone quand il est en train de pleuvoir. Il est aussi recommandé d'éteindre les postes téléviseurs, de s'éloigner des transformateurs et des objets électroniques. Comment comprendre cette recommandation? Oui, c'est une très belle recommandation parce que quand il pleut, il y a des orages. Quand on parle d'orage, c'est les éclairs et puis les tonnerres. Donc l'éclair, c'est la foudre des fois, et si la maison n'est pas vraiment protégée, donc on peut avoir cette foudre-là qui peut essayer d'endommager tous les appareils électroniques. C'est pour cela qu'à tout moment, quand il veut pleuvoir et qu'on sent qu'il y a des orages dans la pluie qui est en train d'arriver, et il va falloir prendre ces dispositions-là. Parce que actuellement, toutes les pluies qui sont en train de se manifester sont accompagnées de ce genre de phénomènes orageux. Chose curieuse, directeur, il est même recommandé de ne pas prendre de bain quand il pleut. Comment un citoyen lambda
peut-il comprendre cette recommandation? Oui, la tradition, on l'a toujours dit, et scientifiquement, il n'y a rien qui interdit quand l'homme est en train de... l'homme ne doit pas se doucher sous la pluie. Donc, d'une manière scientifique, c'est un peu compliqué à expliquer, mais sur le plan tradition, sur le plan des mœurs et tout comme ça, bon, on peut le concevoir. Donc, juste peut-être pour dire que le lieu où l'homme se douche, il va falloir essayer de faire attention. On peut pas se doucher sous un grand arbre, ou bien on peut pas se doucher sous un grand immeuble qui n'est pas vraiment protégé par les antifoudres. Donc c'est à cela. Sinon, dans sa propre chambre, tout est vraiment protégé, et puis il n'y a pas de souci que de ne pas se doucher quand il pleut. Donc c'est scientifiquement, il n'y a rien qui explique cela. Directeur, nous approchons vers la fin de notre entretien. Avez-vous d'autres conseils pour la population? C'est juste pour pouvoir attirer l'attention des populations, surtout vivant dans les zones les plus vulnérables, surtout au niveau des bassins versants, des cours d'eau, au niveau des localités où il y a la dépression, c'est-à-dire il y a les vallées qui peuvent accueillir le surplus d'eau. Donc c'est à ces populations que nous attirons l'attention de pouvoir prendre des dispositions le plus rapidement possible pour cette période de pluie. Donc il va falloir aussi que cette population, c'est-à-dire le grand public, ait l'information à tout moment. Le grand public doit être prêt à recevoir les informations que la météo divulgue, surtout les prévisions, les alertes. Donc quand nous donnons l'alerte en disant que voilà, dans 2 heures de temps il va pleuvoir, l'homme peut prendre des dispositions pour pouvoir mettre à l'abri certains de ses biens, et surtout se mettre lui-même à l'abri en quittant vraiment les lieux qui ne sont pas vraiment sûrs. Donc c'est à cela qu'on pouvait essayer de pouvoir donner comme conseil les populations, surtout vivant dans les zones les plus vulnérables. Merci, directeur, pour être passé sur nos antennes. Merci encore une fois de sensibiliser la population. C'est moi qui vous remercie. On célèbre aujourd'hui la journée mondiale de la métrologie, la science de la mesure. La décision d'utiliser le kilogramme comme mesure dans nos marchés peine à prendre. Léontine Atogima reçoit pour nous l'économiste Magloire Tchevi. Il explique les raisons qui sous-tendent la non-application de cette disposition dans les échanges commerciaux au Togo. Depuis 2021, la direction du conditionnement et de la métrologie ne cesse de multiplier des campagnes de sensibilisation pour préparer les populations, les commerçants et les commerçantes à la mesure de masse ou de volume des produits vivriers ou tout autre produit. Il s'agit bien évidemment de l'usage de la balance comme unité de mesure à la place du bol. 2 ans après, la mayonnaise peine à prendre. Monsieur Tchevi Magloire, vous êtes économiste. Selon vous, pourquoi les commerçantes ont-elles du mal à utiliser la balance à la place du bol? Je dirais que cette décision est la bienvenue dans la mesure où ça peut permettre de pouvoir avoir un équilibre sur le marché et savoir comment évaluer la quantité de vivres que nous vendons sur le marché. Mais reste à savoir si nos commerçants sont prêts maintenant à utiliser cette unité de mesure qui est la balance qu'on demande d'exploiter dans nos marchés. À mon humble avis, je dirais non. Je dirais non, parce que il faut d'abord éduquer les gens par rapport à l'utilisation de cette balance, quel que soit le niveau de la personne. Si la personne est instruite, on met le dispositif devant elle et on l'instruit sur l'utilisation du dispositif, je crois qu'elle serait bien. Maintenant, si on demande à la dame d'utiliser la balance, est-ce que l'État a pris des mesures de pouvoir régulariser les prix sur les marchés, d'avoir un dispositif de contrôle sur les marchés pour éviter à ce que l'utilisation de cette balance profite à la majorité, profite à tout le monde? Du moment où les gens chercheront du profit et vont truquer les balances, le client aussi ne serait pas content, n'a pas confiance au vendeur pour pouvoir accepter qu'on lui applique la balance. Les gens préféreront toujours le bol. Donc, c'est pourquoi ça traîne. Donc, le fait de ne pas se conformer, je dirais que la charge revient à l'autorité de prendre des mesures. Qu'est-ce qu'il faut faire
avant que l'utilisation de cette balance soit réelle sur nos marchés. Il faut des préalables. Il faut permettre à ce que l'on puisse appliquer de façon simple, de façon pratique, cette loi. Mais s'il y a des contraintes, ce serait difficile à se conformer à cette loi. On dit vrai que nul n'est censé ignorer la loi. Oui, ça je suis d'accord. Mais il faut mettre à la disposition de celui à qui on demande d'appliquer la loi les moyens qui puissent lui permettre de pouvoir faire usage de cette loi sans se sentir mal à l'aise dedans. Rappelons que cette décision de l'utilisation de la balance comme unité de mesure dans les marchés relève des normes internationales des matériels homologués par l'OHADA. Monsieur Thierry, certains relient ce retard de l'application de cette décision au niveau de scolarisation des commerçantes. Que dites-vous de cela? Analphabètes, mais c'est eux qui pilotent notre économie. C'est eux qui sont dans les marchés. Quand vous leur donnez de l'argent, ils savent du moins compter. Quand vous mettez la balance devant la bonne dame et vous leur expliquez comment ça fonctionne, je suis sûr que demain elle aussi sera en mesure de l'utiliser. C'est le fait qu'on ne éduque pas les gens, qu'on voit que c'est impossible pour certains d'utiliser certains outils. Donc, le tout revient à éduquer les gens, à leur faire des formations pratiques. Et puis, je crois qu'il y a un ministère pour ça. Il y a un ministère pour l'alphabétisation et autres là. Donc, je crois que ce problème ne peut pas se poser dans la mesure où il y a la volonté de pouvoir bien faire les choses. Pouvons-nous dire qu'il y a une différence entre la mesure par balance et celle par bol? En termes de différence entre l'utilisation de cette mesure qu'est la balance et les bols que nous avons, je dirais qu'il y a une grande différence. Du moment où les bonnes dames qui vont dans les fermes pour acheter chez les cultivateurs, ou bien les paysans, je veux dire, entre guillemets, les producteurs, c'est ça plutôt, les dames qui sont les grands commerçants, quand ils vont, si vous assistez à l'achat des vivres avec les bols, ça vous ferait mal par rapport aux paysans. Les paysans sont beaucoup trichés dans cette histoire-là. Une dame qui vient, elle fait son bol, ça déborde, et on dit que le fait que le maïs n'est pas totalement sec, c'est pourquoi on prend ça pour que ça déborde. Et le paysan qui a utilisé l'engrais, qui a fait des dépenses, on ne pense pas à lui dans ce sens. Peut-être la dame a donné de l'argent au paysan, donc elle vient, c'est elle-même qui prend les choses dans son bol. Et elle vient avec son assiette aussi. Les bols ne sont pas uniformisés. Les bols qu'on utilise dans les marchés ne sont pas uniformes. Chacun vient pour elle ce qui peut l'arranger. Vous voyez à peu près que c'est les paysans qui sont touchés. Maintenant, quand on pose la balance, la différence est qu'on aura les mêmes kilos, même si le maïs n'est pas sec. On sait que quand on prend 1 kilo de maïs non sec, ça peut être supérieur à un maïs qui est sec. Donc, dans cette mesure, on met la balance, si c'est 3 kilos, tout le monde sait que c'est 3 kilos. Il suffit d'éduquer les paysans et les commerçants sur l'utilisation de la balance, ça peut passer. Donc, je dirais qu'il y a une nette différence. Alors, qui aura pour charge de fixer le prix au kilogramme, vu que pour les bols, ce sont les bonnes dames qui le font selon les marchés? C'est l'État. C'est l'État qui est le décideur, c'est l'État. Dans la mesure où c'est lui qui détient le pouvoir de contrôle des prix sur les marchés, et c'est à travers son ministère qu'on met en place des services ou bien des dispositifs pour pouvoir contrôler le prix sur le marché. Personne d'autre ne peut pas fixer pour qu'il y ait uniforme. Si moi je fixe mon prix et que l'autre aussi fixe son prix par rapport au kilogramme de maïs ou bien de l'haricot ou autre, le problème ne serait pas résolu. Donc c'est l'État qui doit voter le prix des denrées par rapport à la pesée. Et à partir de là, on ne doit pas fixer seulement, on doit mettre en place un système fiable, un dispositif très fiable pour pouvoir contrôler ce prix. Mais si vous fixez le prix et que vous-même vous ne contrôlez pas, la fiabilité des balances, cela ne va pas encourager le paysan à pouvoir envoyer son produit pour la peser. Pourquoi on fait pour les cafés, cacao et ça marche? Pourquoi on le fait? Et pourquoi on ne peut pas faire pour nos vivres ici et ça ne va pas marcher? Il faut mettre la volonté devant. Donc, si l'État fixe les prix et il met un bon dispositif de contrôle en place, je crois que ça peut marcher. On parle des associations des consommateurs, le service qui fait la régulation des prix. C'est eux qui doivent se mettre au travail pour contrôler les prix sur nos marchés. Est-ce que ça se fait réellement? Moi, j'en doute fort. Monsieur Thierry Magloire, merci pour vos explications. Merci.
Merci également à vous, Léontine. On va vous retrouver d'ici peu pour la revue de presse. Pour l'instant, ce sont les Échos du Palais. 3 individus inculpés de violences aggravées, tentatives de vol et de détention illégale d'armes à feu sont condamnés à des peines allant de 8 à 10 ans de réclusion criminelle. Retour sur les faits avec Hélène Assabi. Nous sommes à Saint-Cassé. Dans la nuit du 30 mai 2020, la brigade territoriale de la gendarmerie nationale a reçu des informations selon lesquelles des individus armés en provenance du Ghana se sont introduits dans la ville. Ces individus projetaient de commettre dans la même nuit des vols à main armée au préjudice de personnes non encore identifiées, ceci dans le but de les dépouiller d'importantes sommes d'argent. Une équipe de gendarmes est immédiatement déployée aux fins de mettre la main sur les malfrats. Au cours de l'intervention des forces de sécurité, les malfrats au nombre de 2 ouvrent le feu afin de se créer une brèche devant leur permettre de s'enfuir. Au cours de l'échange de coups de feu, l'un d'entre eux, nommé Amadou, trouve la mort alors que son acolyte réussit à s'enfuir. Sur le corps du nommé Amadou, l'équipe d'intervention découvre un fusil de marque Kalachnikov Cham 75, numéro 45-44, un pistolet automatique, 77 cartouches de 7,62 mm et 3 cartouches de 7,65 mm. Les 2 individus abandonnent également sur les lieux 2 motocyclettes, l'une de marque Haojun, non immatriculée, et l'autre de marque Richesse, immatriculée TG 8835CR. L'enquête ouverte suite à ces faits révèle que le nommé Amadou et son acolyte, tous de nationalité ghanéenne, régulièrement cités dans des faits de braquage et d'extorsion qui avaient traumatisé la ville de Saint-Cassé entre 2017 et 2019, sont en contact avec les nommés Daouda et Alidou, de nationalité togolaise, ainsi qu'avec le nommé Idrissou, résident à Saint-Gandouri au Burkina Faso. Ces derniers avaient alors organisé l'intrusion clandestine des 2 malfrats étrangers dans la nuit du 30 mai 2020 en territoire togolais, plus précisément à Saint-Cassé, pour commettre des vols à main armée contre des victimes identifiées parmi les riches commerçants de cette ville par le nommé Daouda. Interpellé le 23 juin 2020 et interrogé tant en enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur, les 3 individus ont reconnu les faits qui leur sont reprochés. Accusés de vol aggravé, de tentative de vol aggravé, de détention illégale d'armes à feu et de groupement de malfaiteurs, ils ont été condamnés à des peines allant de 8 à 10 ans de réclusion criminelle. À samedi prochain. À samedi prochain, Hélène Assabi, à la une des parutions de cette semaine, le congrès de la FTF, le voyage du chef de l'État en France, le phénomène d'inondation actuel à Lomé et le recensement électoral qui a démarré ce matin même dans la zone 2. Nous retrouvons Léontine Atodima pour la revue de presse. Le recensement électoral comptant pour les échéances de l'année 2023 reprend ce samedi dans la zone 2. C'est l'évêque de la nation qui l'annonce tout en précisant les dates. Il s'agit du 20 au 27 mai dans la zone 2 et du 5 au 12 juin dans la zone 3. La lanterne rappelle que le recensement dans les autres zones a subi un report à cause des irrégularités relevées dans la première zone. En dépit d'un bilan estimé positif par la CENI, un report s'est imposé, souligne la parution. Écho du pays émet le vœu que la mobilisation notée dans la zone 1 soit de même dans la seconde zone. Vivement que les électeurs ne soient pas confrontés au phénomène d'inondation. Des pluies qui font du bien et du mal à la fois, relève Écho du pays en parlant des dégâts occasionnés par ces dernières pluies. Le journal relate que presque tous les quartiers de Lomé étaient sous les eaux après la grande pluie de jeudi et celle de lundi. Les populations devraient se préparer aux éventuelles inondations, alerte la parution qui invite l'Agence nationale de la protection civile ANPC à commencer par définir des stratégies. Prendre le taureau par les cornes, renchérit Gazelle Info.
À chaque pluie, les bassins de rétention d'eau débordent et ça inquiète, déplore l'hebdomadaire qui poursuit en exhortant le gouvernement et ses partenaires à multiplier les efforts au regard des réalités du terrain, car il est clair aujourd'hui que les dispositifs actuels ne tiennent pas face aux grosses pluies dans le contexte actuel de changement climatique. La lanterne revient et propose la construction d'un système de drainage d'eau adéquat pour remédier au phénomène des inondations. Les parutions sont revenues sur la visite du chef de l'État à son homologue français à l'Élysée. Paris et Lomé renforcent leur coopération, se réjouit Nouvelle Opinion. Méga Info abonde dans le même sens. Emmanuel Macron a échangé avec Faure Gnassingbé sur les secteurs d'intérêt commun, notamment l'engagement à œuvrer de concert dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Sport pour finir, de grandes décisions ont été prises au congrès annuel de la Fédération togolaise de football, dévoile l'Union pour la patrie. Il s'agit principalement de la professionnalisation du football togolais. L'équipe sportive, dubitative, énonce entre lueurs d'espoir d'une refondation à la base du sport roi togolais et inquiétude d'un saut dans l'inconnu. Le sujet tient en haleine acteurs et observateurs nationaux. Pluriel, le magazine hebdomadaire de Radio Lomé. Le journal s'achève, à vous qui l'avez suivi. Merci. Le rappel des titres à présent. Le congrès extraordinaire de l'UFC de ce samedi est interdit. Les quelques participants arrivés sur les lieux n'ont pas eu accès au lieu de convocation. Météo Togo annonce des averses dans les prochaines semaines et appelle à prendre des précautions. Vous avez suivi avec le directeur général Issa Olatifou les précautions pour se prévenir des conséquences de ces pluies violentes. Et puis, les abeilles jouent un rôle indispensable dans les cultures. La journée du 20 mai leur est consacrée pour attirer l'attention sur la nécessité de les protéger. Et on célèbre également ce samedi la journée mondiale de la météorologie, la science de la mesure. Merci à vous et bon après-midi. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg